Bonjour, aujourd'hui je vais vous lire un extrait du roman de Pascal Marmé, Exécution. J'ai choisi de vous lire le chapitre 3, Charogne. Lorsqu'il s'aperçut que Charles avait les pommettes rouges près de sa fille, Emma, ce qui signifiait qu'un de ces jours, on la lui demanderait en mariage, il rumina d'avance toute l'affaire. Maître Fender nota ce rendez-vous sur son agenda électronique. Il s'activa en méditant sur la délicieuse voûte plantaire de la fillette sous sa fenêtre. Une bouffée de folie lui bloqua le larynx jusqu'à empêcher sa respiration. Ce pied l'obsédait jusqu'à lui brouiller les neurones. La réalité le rattrapa lorsqu'il aperçut un confrère lui tourner le dos. D'après lui, tous étaient jaloux de son habileté, de dimension internationale, voire de sa connivence avec un puissant laboratoire. Ce cher ami lui avait échappé. Cher pigeon aurait été plus approprié puisqu'il entretenait, avec intérêt, les procédures de cette holding pleine d'audace. Le ministère public ne s'en plaignait pas, usant de méthodes similaires pour ponctionner l'adversaire de plus belle. Son smartphone vibra. Une nouvelle affaire lui était suggérée par le bâtonnier. Un teigneux, multipropriétaire d'enseigne, avait épuisé son stock de recours et s'entêtait à conduire ses griefs dans un pourvoi à coups de milliers d'euros. L'obstination, comme le malheur, ne faisait-elle pas la fortune des bons avocats prompts à suivre les friandises judiciaires ? Merci de votre sollicitude, monsieur le bâtonnier. Évidemment, je passerai tantôt saisir les documents. Comment se nomme le boutiquier ? Ah, parfaitement, admirablement. Tout vient à point, nommément. Les honoraires ruineux et les délais nébuleux lui semblèrent réjouissants. Ses missions Conseil d'État agissaient sur lui comme une drogue dure. À chaque dossier, il peaufinait à l'extrême ses conclusions, affûtait ses exposés comme un ébéniste amoureux d'une cathédrale, étendait ses forces au moyen de points de droit ultimes, illustrant ainsi la raison pour laquelle un magistrat en dernier ressort arbitre selon une procédure irrégulière ou une application erronée des textes. Du charabia pour le commun des mortels, des gourmandises pour ce maître hors pair qui, après son doctorat, avait intégré l'école nationale d'administration pour finir deuxième de la promotion, André Malraux. C'était un bosseur, un solitaire, le parfait homme de confiance qui s'enrichit à la barbe de tous. Avec un plaisir infini, il circulait dans les méandres des audiences et cassait des décisions irréfutables à coups de taux horaires exorbitants, tout en se frottant avec délice aux ors de la République. Dans cette cour limitée à 60 confrères nantis, il excellait avec ferveur. Rien ne dévoyait sa mission, enfin presque. Jamais il n'avait oublié sa rencontre avec un homme devenu influent, qui lui avait offert une fabuleuse clientèle et une amitié sincère. Depuis, il vivait dans l'opulence des grands seigneurs et plaidait sans complexe aussi bien l'acquittement d'un ancien ministre de la République qu'une simple réparation par un magnat de la presse. Une jeune femme aux formes engageantes passa sous ses yeux de collectionneur. À l'heure où la prostate faillit, l'âge de la rose en train d'éclore l'attirait de plus belle. Sa dernière secrétaire n'avait pas été tendre avec ses mains baladeuses. Pour éviter les tourments prud'homaux, il avait cédé aux sommations pour se libérer d'un scandale. Pour résumer son inclination pour la gente féminine, il changeait de secrétaire tous les 6 mois et agissait comme un incontrôlable prédateur sexuel. Chaque fois qu'une Lolita débarquait avec son CV et sa jeunesse en bandoulière, son sang de solitaire contrarié ne faisait qu'un tour. Le même scénario foireux se répétait. Puis il se promettait, sans le tenir, de ne plus plonger dans le piège de la séduction sans consentement mutuel. La dernière en date avait 40 ans de moins que lui. Et malgré ses promesses à lui-même, il soupirait devant les courbes affolantes de cette beauté. Comme tous les soirs, il descendait dans le parking de la Cassation, où l'on diffusait du Vivaldi en boucle. Il s'installa dans sa confortable berline bleu nuit, à l'emblème du félin bondissant, puis fonça vers Milly-la-Forêt, où il possédait un manoir avec jardinier et employé de maison très attaché à sa grandeur. Il sélectionna dans la playlist de son lecteur de CD le quintet des Punch Brothers et leur reprise de Passe-Pied de Claude Debussy occupa l'habitacle. Le major dressé, il mima une envolée de chef d'orchestre. Alors qu'il ajustait sa ceinture de sécurité, une puissante main gantée s'écrasa sur sa bouche et un aiguillon s'enfonça dans sa carotide. Fender sombra, les doigts crispés sur le volant. Son agresseur enfonça sa casquette sur ses sourcils pour dissimuler son visage aux caméras.
poussa sans ménagement le corps anesthésié vers la place du passager, s'installa côté conducteur, sortit un fin stylo. Sur l'ordinateur de bord tactile, il effaça l'accès à la géolocalisation et aux données mobiles. Il actionna la marche arrière, puis suivit le fléchage vers la sortie, tout en dissimulant son visage de sa main. La Jaguar stoppa devant l'entrée du 36 quai des Orfèvres. La circulation était à l'arrêt total. Au feu, délibérément bloqué au rouge, un agent avait paralysé le flux afin de laisser passer une horde de piétons végétaliens qui brandissaient panneaux et slogans contre la barbarie envers les animaux. L'inconnu, à la visière, délesta sa victime de son iPhone et retira son gant droit. L'écran tactile réclamait un mot de passe. Il éteignit le téléphone, retira une aiguille plantée sur le revers de son veston et entreprit de libérer la carte SIM. L'aiguillon se cassa dans le minuscule trou. Les narines du kidnappeur se dilatèrent et du sang afflua à ses tempes. D'un geste brusque, il ouvrit la portière et fit calmement le tour du véhicule, en baissant la tête. Il envoya avec force le smartphone dans la Seine. Au même instant, un scooter le frôla, ce qui l'empêcha de suivre la trajectoire de la tablette noire. Au loin, l'agent libéra enfin la circulation. L'individu s'engaga vers le petit pont, puis vers le boulevard Saint-Germain. Il régla le GPS sur Lognes et Mérinville, à 28 km de Paris. Au milieu d'une forêt, le kidnappeur arrêta la voiture, déploya son mètre 89, tendit sa musculature de taureau et transporta le juriste de renom sur son épaule jusqu'à une cave humide, comme s'il s'agissait d'un simple colis. Il sangla le corps endormi sur un fauteuil, scotcha ses yeux et ses lèvres. Sur le visage de son prisonnier, il orienta une intense lumière. Maître Fender tenta d'ouvrir un œil. Un adhésif lui barrait la vue. Aussitôt, il fut aux aguets, tremblant de froid, souffrant et suant d'une inextricable angoisse. Il tendit toutes ses facultés engourdies pour analyser la situation. Il ne savait pas encore ce qu'on voulait de lui, mais il devinait du fond de sa peur qu'on lui extorquerait un renseignement très précis. Il réalisa que sa science de grand orateur et sa force de conviction seraient mises à contribution pour sortir de ce guet-apens. Il se racla la gorge. D'une voix faussement paisible, il demanda « Véritablement, que me voulez-vous » Une voix métallique et déformée par un micro rétorqua lentement « Ta souffrance, charogne !» Voilà, pour la suite, il faudra vous procurer Exécution de Pascal Marmet. J'espère que ça vous a plu et vous a donné envie de lire ce roman. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.